Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci pour votre présence. Je ne vais pas redire ce que Rémi dit très bien. Bonsoir Anouk, merci pour votre présence également, évidemment, nous accorder ce moment ensemble. Alors on va passer une petite heure, 1h15 à se poser des questions. Je vais faire parler Anouk et puis après vous aurez le droit à des petits moments d'échange avec elle également avant la dédicace à la fin et le pot. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement, même si évidemment on vous connaît déjà. Vous êtes une artiste aux multiples facettes. C'est assez fascinant parce que vous êtes peintre, régulièrement exposée à la galerie GNG. Vous êtes autrice, dont le livre dont nous allons parler ce soir, et vous êtes comédienne, évidemment, de plus de 20 pièces de théâtre et de plus de 30 longs métrages au cinéma. C'est une carrière assez impressionnante. Si, je vous le dis. Alors, pour cette rencontre, on s'est dit que ce qui était encore plus intéressant que de dérouler cette longue carrière parmi laquelle il faut choisir, parmi tout ce que vous avez fait, on s'est dit on va utiliser toute la réflexion qui est assez unique que vous avez menée autour du travail d'acteur en s'appuyant sur votre carrière. Donc le travail unique, c'était interroger votre propre cerveau et votre propre pratique, mais aussi interviewer et faire se croiser des mondes qui s'ignorent, les comédiens et les scientifiques. Donc ça va être notre prétexte pour commencer à parler du jeu et de votre carrière. Alors moi, je vais commencer dans ce livre. Peut-être certains l'ont vu, je ne spoilerai pas le livre. Je vais commencer quand au début, vous parlez de vous, petite fille. Et vous dites, je vais vous citer, « Je mentais tout le temps. Je ne pouvais pas faire autrement, sinon je ne respirais pas. Je mentais tellement que j'étais obligée de tenir des cahiers pour ne pas me tromper de version. » Et quand à 11 ans, votre carrière a commencé jeune, vous avez joué pour la première fois, vous vous êtes dit, je vous cite à nouveau, « Un monde où on avait le droit de raconter des histoires, ça ne s'appelait plus mentir, mais travailler. » Votre envie de jouer est partie de là, de ce moment. Moi, je suis devenue comédienne, mais j'ai jamais eu envie d'être comédienne. On m'a attrapée. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que avant, quand j'étais juste dans la vie, ça m'allait pas. Ça me suffisait pas. Et où ça me suffisait pas, où il y avait trop, je sentais que tout le monde jouait la comédie dans la vie et qu'ils pouvaient pas s'en empêcher et qu'ils le savaient même pas. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre, pour la première fois, j'ai senti des gens qui arrêtaient de faire du théâtre. J'ai senti des gens qui arrêtaient de trafiquer, de tricher. Et je me suis dit, waouh, là on respire. Et en effet, comme avant c'était un péché de mentir dans la vie, quand on est un enfant, c'est un péché, on est puni pour ça. Et d'un coup, subitement, quand j'ai débarqué au cinéma ou au théâtre, j'avais le droit de raconter des histoires, j'avais le droit de faire semblant d'être qui j'étais pas, et on me disait merci. Ça a changé beaucoup de choses. Et puis, mais surtout, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est pas tellement les merci que ce sentiment d'entrer dans la vraie vie, d'avoir accès à des vraies émotions, et puis il y a une chose qui est au théâtre. Alors moi j'ai eu la chance de commencer tout de suite avec des grands textes, des grands metteurs en scène, des grands rôles, mais il y a une chose qui change tout, quoi. C'est quand on a affaire à des beaux textes, et les beaux textes c'est des miniatures du monde, si vrai. C'est des fictions, mais c'est quand même parfois plus vrai que la vie. Et là, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Vous avez dit que vous ne vouliez pas être comédienne. Vous avez pensé être nonne. Ouais. Et alors, c'est drôle parce que l'un comme l'autre, c'est ce qu'on appelle une vocation quand même. Oui. Et ce sont deux métiers qui réclament quand même une introspection et qui posent de grandes questions existentielles. Finalement, vous n'avez pas choisi d'être comptable. Non. Et dans ce livre, si on y revient, vous poussez l'introspection jusqu'à l'imagerie médicale. Pourquoi aller si loin ?
Parce que je me suis toujours demandé, mais toujours depuis 20 ans 20 ans, 30 ans que je joue, que je regarde les copains jouer, les copains ou les étrangers, quand je regarde des films, les grands acteurs, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête quand ils ont joué ça, qui n'était évidemment pas de l'ordre de la volonté. Et je me suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête. Et en fait, quand on se demande ce qui se passe dans la tête, mais qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que d'ouvrir vraiment le capot et de regarder ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est ça que j'ai tenté de faire. Ça m'a pris 8 ans. 8 ans en tout cas pour écrire le livre. Et où j'ai essayé, pendant ces 8 années, dans des échanges très très fréquents avec des scientifiques et avec des acteurs, d'essayer de comprendre avec les acteurs, et principalement des acteurs du théâtre, je leur demandais rien sur leur carrière, je m'en foutais de ça. Je voulais juste savoir ce qu'ils ressentaient quand ils avaient fait ça, qu'est-ce qui était passé par leur tête quand ils avaient joué des choses qui pour moi étaient inimaginables à faire et surtout à refaire chaque soir. Et à la même seconde, il y a les mêmes choses qui se passent, des choses qu'on ne peut pas commander. Et je leur ai posé des questions à eux, et puis je suis après allée voir les neuroscientifiques qui, eux, n'avaient jamais réfléchi au jeu. Le jeu et la neuroscience s'étaient jamais rencontrés, donc c'était très Far West, quoi, nos rencontres. Et au début je leur posais beaucoup de questions sur le vrai, le faux, sur les émotions, sur l'empathie, je leur posais toutes sortes de questions. Et comme eux n'avaient pas réfléchi au jeu, ils m'ont dit, mais de toute façon, pour que tu comprennes ce qui se passe dans le jeu, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans le jeu. Parce que dans le jeu, on a une mécanique cérébrale qui est très compliquée et très bordélique. C'est très cocasse. Notre cerveau est un engin très cocasse, même chez les gens les plus sérieux. Et il s'avère que il y a une mécanique très précise qui fait que chacun est ce qu'il est, singulier, vivant. Et quand on joue, il semblerait qu'on inverse toute la machinerie cérébrale. Alors ça, c'était vraiment passionnant, et je peux vous dire que ça m'a fait des sueurs froides pour écrire ça, quoi, pour le comprendre et puis après essayer de trouver la langue qui va avec ce qui est si vivant. D'ailleurs, c'est drôle, dans le livre, vous parlez du cerveau comme d'un partenaire. Il y a une phrase qui m'a fait rire. Vous dites, en parlant des cerveaux que vous aviez interrogés auprès des scientifiques, vous dites c'était des partenaires fantastiques pour s'échapper de nous-mêmes, mais je me demandais ce qu'ils vivaient quand ils sautaient comme des pop-corn dans la vie des autres. Donc j'ai eu la vision du petit cerveau qui sautait comme un pop-corn dans le corps d'un autre. Et donc vous avez, cette approche, elle était assez originale. Vous avez amené le cerveau scientifique en disant je vous l'amène d'un autre endroit. Mais bon, la particularité peut-être de ma vie à moi, de ma vie d'actrice, c'est qu'on m'a très souvent demandé de jouer des situations... enfin, c'est pas passe-moi le sel, quoi. C'est des choses fortes et secouantes. Et oui, j'ai parfois eu l'impression que je me grillais la cervelle. Et en même temps, je retombais sur mes pattes. Je suis plutôt assez équilibrée, alors que je peux devenir très folle dans le jeu. Et ça n'est pas que de mon fait. La plupart des acteurs à qui il incombe d'incarner des destins tourmentés sont en fait des gens qui vont assez bien, je trouve.
compte tenu des culbutes qu'on fait et refait. Mais par exemple, je vous donne un exemple pour entrer dans pour un exemple, quoi. J'ai appris avec les scientifiques que si on arrivait à faire l'IRM d'une femme qui tue son enfant, alors c'est compliqué, une femme qui tue son enfant, elle n'est pas dans un IRM, mais imaginez qu'on puisse le faire. Et si on fait l'IRM d'une bonne actrice qui tue son enfant, il se passera exactement la même chose dans le cerveau. Exactement. Sauf que la femme qui tue son enfant, elle le fait une fois. Nous, on le fait 150 fois. Comment c'est possible ? Comment on peut faire ça avec joie ? Parce qu'en plus, on est des étranges personnes qui ont vraiment... Il y a toutes sortes de situations qu'on n'a pas envie de vivre et qu'on a un très grand bonheur à jouer. Et d'où ça vient, ça ? Ben, par exemple, d'où ça vient ? Ça aussi, c'est une des malices du cerveau. C'est que le cerveau, c'est un engin qui passe son temps, mais tous autant qu'on est, qui passe son temps à imaginer la vie pour se l'approprier. Il ne cesse pas de se raconter des histoires, de se faire des films gore ou des films pas gore, mais il s'invente. Il s'invente en permanence et il se raconte des histoires. Et quand un acteur joue des choses difficiles, enfin humainement difficiles, en fait, d'où vient notre plaisir ? On n'est pas maso. On est en train d'expérimenter le piano des émotions. Et notre piano s'élargit beaucoup, beaucoup. Et par exemple, c'est intéressant en fait de tuer son enfant. En fait, c'est intéressant. C'est intéressant de haïr son mari. C'est intéressant de mourir. En fait, tout ça est intéressant. Et en même temps qu'on le joue, on l'expérimente, mais sans endurer les réels dangers. C'est-à-dire qu'on se prépare à vivre les grands dangers sans avoir à risquer sa peau. Et moi, par exemple, je le sens que dans la vie, je suis prête à beaucoup de choses. Et prête au sens, pas seulement prête à les vivre et intéressée à les vivre, c'est que j'en ai déjà vécu beaucoup. Et du coup, il y a plein de trucs qui m'arrivent, ça ne m'étonne pas. Et c'est pas parce que je les ai déjà vécus, en fait, je les ai déjà joués. Mais, pour encore une fois raconter un peu le cerveau, moi je trouve ça miraculeux. Il paraît que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a senti, tout ce qu'on a éprouvé, tout ce qui nous a intéressés dans notre vie, est engrammé à l'échelle moléculaire, à vie. Ça vaut pour les gens qui sont juste dans la vie, mais ça vaut pour les acteurs. Moi, je suis morte déjà. J'ai brûlé sur une croix, j'ai perdu mes enfants, j'ai haï. Enfin, j'ai traversé des situations et des émotions. Et jouer, c'est pas imiter. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et ça niche très profond là où ça va chercher. Alors, bon, je parle pas de Jean-Marie Bigard, quoi. Il y en a qui sont pas tentés par les expériences profondes de la métamorphose. Mais quand on est tenté par ça, et c'est réjouissant d'être... de switcher dans une autre identité, de se dédoubler, mais on n'est pas loin de la folie. Sauf que c'est un travail. C'est un travail. Je suis payée pour ça.
Un fou, il n'est pas payé pour ça. Un fou, il est haï. Nous, on est plutôt chéris. Et puis surtout, nous, on fait des allers et retours dans la folie. Les fous, ils font que des allées. Je l'ai vu aussi cette masterclass, mais elle va me donner du fil à retordre. Je vais laisser ça. Et alors, qu'est-ce qui fait que c'est pas de la folie? Comment on arrive à toucher ça? Par quel endroit? Puisque, comme vous disiez, on va même jouer des ordures, on va jouer des pédocriminels, on va jouer des assassins, on va jouer une mère qui tue son enfant, ce qui est quand même globalement le plus improbable pour la grande majorité d'entre nous. Où est-ce qu'on va trouver ça? Est-ce qu'on a au fond de nous quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a tous ce petit quelque chose? Comment on travaille ça? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à le ressentir, à le vivre, à le jouer, et pourtant on n'est pas fou? Alors, je ne sais pas si on a tous autant d'horreur en soi que moi j'en ai en moi. Et je sais que les acteurs sont des gens qui ont une connaissance et des délices et des horreurs. Mais ce qui permet de ne pas être fou, c'est le travail. C'est la difficulté de ce travail. Je prends l'exemple de cette femme qui tue ses enfants parce que j'ai dans l'idée Médée. Médée, c'est un texte extrêmement difficile à travailler, c'est des vers, il faut comprendre beaucoup de choses, il y a un vrai effort à faire pour s'approprier une langue qui est très étrangère à soi au début. Et il y a un effort pour comprendre l'autre, pour comprendre son secret, et son secret n'est jamais dit dans un texte. Et je crois qu'on est protégé de la folie par la difficulté du travail, par l'artisanat. Alors c'est encore plus vrai au théâtre qu'au cinéma, mais au cinéma, la difficulté elle est autre. Elle est par exemple, on a constamment affaire à la discontinuité. On joue parfois, on répond à une question qu'on va vous poser dans 10 jours. Donc, on joue des tout petits fragments de temps et il faut être très, 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 très disponible pour lâcher quelque chose dont on n'avait même pas conscience avant. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les acteurs sont des gens conscients de ce qu'ils font. On est un peu conscient, un peu, mais principalement, on est des bêtes, on est des animaux, quoi. Et puis on a un inconscient qui marche bien, qui est un super allié, et qui se branche avec l'inconscient du texte. Parce que chaque texte, les mauvais textes n'ont pas d'inconscient, mais les bons textes ont une espèce ont du non-dit qui est le travail principal qu'on doit faire. On doit dialoguer, on doit comprendre ce non-dit et ne pas l'expliciter. Parce que si on l'explicite, on fait mal son boulot. Je crois qu'un acteur, il ne doit pas être trop conscient, pas trop volontaire. Il faut avoir c'est paradoxal, il faut avoir la volonté de perdre la volonté. Et il faut quasiment demander à sa conscience de se mettre en vacances pour qu'autre chose se mette à jouer et que ce soit plus soit l'acteur qui joue, mais que ça joue. Et ça joue en direct, vraiment en direct, tellement en direct que je sais même pas ce que je fais. Pas toujours, quoi. Je sais un peu parce que si on me demande de le refaire, je peux à peu près le refaire, mais des fois je dis, mais je sais pas ce que j'ai fait. Et là, c'est le rôle du metteur en scène de nous dire,
là, tu as raconté à peu près ça, mais il ne faut pas qu'il dise trop, parce que s'il dit trop, il nous coupe nos ailes. C'est dur d'être bon metteur en scène. C'était ma question 14, mais on va y aller direct. Le metteur en scène, du coup, c'est quoi? C'est un accoucheur, un hypnotiseur, un marionnettiste? Comment il va accompagner le comédien dans ce travail-là? Puisque le travail dont vous parliez avant, c'est évidemment le travail de recherche, mais on pourra en discuter un peu plus. C'est vraiment d'aller loin, d'en comprendre ce qu'on va jouer. Et à partir de ce moment-là, le metteur en scène, le réalisateur, quelle est sa marge de manœuvre pour aider le comédien à aller... Ça dépend, ils sont très différents. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui sont plutôt taiseux. Mais un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui sait entrer en communication avec vos radars. Et les radars, c'est un truc bizarre. C'est ce qui m'échappe, que je connais pas et qui est moi, mais qui est aussi cet autre-là que je dois jouer. Et il y en a qui donnent des indications très techniques et ça fait jaillir la vie. On ne sait pas... Moi, il y a un metteur en scène que j'adore qui s'appelle Alain Françon, qui est un metteur en scène de théâtre. Alors lui, il parle, il te dit, toi tu joues des grands sentiments, et puis il te dit, non mais là il y a une virgule. Merci. Et puis on respecte la virgule, et d'un coup ces grands sentiments qu'on jouait, ils s'organisent tout à fait autrement, et d'une façon beaucoup plus artistique. Parce qu'en fait les virgules, les points-virgules, les trois petits points, la précision dans la façon de dire une phrase, tout ça participe aussi de ce qui se passe dans le fond de nous. En fait, quand on est précis, même dans une façon d'articuler une phrase, de ne pas abîmer les mots, de ne pas abîmer les syllabes, de ne pas manger les mots, tout ça sont des informations qui renvoient à un endroit très très reculé de notre cerveau, très bas dans nos émotions. Mais quand on est précis dans le langage, on est précis dans les émotions. Mais il arrive aussi qu'on nous dise qu'à l'inverse, on nous parle pas de technique, mais d'émotions. Les émotions qui sont celles du personnage ou qui sont celles qui concernent la situation à vivre. Et après, à nous d'être spéléologues très vite, parce que tout ça doit aller très vite. On te dit un mot qui est comme un sésame et il faut que tu ailles vite chercher en toi, dans cette espèce de magma d'émotions qui touche à ta biographie, mais pas qu'à la biographie, tous les livres que tu as lus, tous les films que tu as lus, les actualités, la peinture. C'est pour ça aussi que les acteurs, il faut pas qu'ils soient... il faut pas qu'ils s'instruisent pour être instruits, il faut qu'ils s'instruisent pour être riches. Et regarder de la peinture, regarder les visages des gens dans le métro, regarder les actualités, regarder comment les gens bougent, comment ils se taisent, tout ça va nourrir l'acteur. Je connais pas un acteur. En fait, c'est une vraie fausseté de penser qu'un acteur peut être au chômage. Vraiment, vraiment, si on fait son job sérieux, même quand on ne travaille pas, et ça peut durer des années, le simple fait d'être présent, d'être synchrone avec soi-même, d'apprendre à écouter, vraiment, parce que en fait c'est un des trucs les plus durs quand on est acteur, on croit que ce qu'il y a à jouer c'est ce qu'on a à dire. Non. Ce qu'il y a à jouer c'est des balles qu'on va envoyer, des balles qu'on va recevoir.
Et les balles qu'on va recevoir, si tu n'es pas très disponible, parce que tu ne sais pas s'il va l'envoyer à droite, à gauche, en haut, en l'air, tu ne sais pas, même si tu as répété, même si on a répété beaucoup, tout se passe dans l'instant. Et moi, je crois, oui, qu'un acteur, ça n'existe pas un acteur qui ne travaille pas. Ça travaille à l'intérieur, ça travaille, en tout cas, il faut faire travailler, il faut lire, faut imaginer des histoires, il faut imaginer ce que les gens vivent, il faut être dans une empathie, pas dégoulinante, mais une empathie où on laisse l'autre vous habiter votre espace. En parlant d'empathie, est-ce que c'est pas un peu le point de départ indispensable pour être comédien, c'est d'avoir une empathie pour pouvoir comprendre, pour pouvoir ressentir ce que ressentent les autres, ceux que je ne suis pas. Et je rebondis sur une phrase d'un neurologue que vous avez interrogé qui s'appelle Laurent Cohen et qui dit « On sait maintenant qu'une grande partie des régions cérébrales qui s'activeront seront les mêmes que vous voyez quelqu'un avoir mal ou qu'on vous fasse réellement mal. » Donc c'est l'observation qui amène à comprendre et à ressentir. C'est pas tellement l'observation parce que en fait cette synchronicité entre ce que vous allez éprouver et ce que moi je vais éprouver, elle se passe de façon absolument inconsciente, à notre insu. Donc il n'y a pas d'effort à faire pour ça. Ça, c'est à la base, dans la vie, tout le monde est plus ou moins doué d'empathie. Enfin bon, il y a des exceptions, mais il y a en effet une chose incroyable, qui est peut-être trop longue à raconter là ce soir, mais si vous pleurez, quelque chose va pleurer en moi. Si vous êtes joyeux, je vais être joyeuse. Si je me promène au Père-Lachaise toute seule et que je vais bien et que je croise des gens que je connais pas qui viennent de perdre quelqu'un, je comprendrai pas pourquoi, mais j'aurai du chagrin en moi. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors, le propre de l'empathie dans la vie, c'est que on vit ça tous les uns les autres et depuis des millions et des millions d'années, sans faire aucun effort. Et la limite de l'empathie dans la vie, quand tout va bien, c'est que même si il y a ce grand partage des émotions, et pas seulement les émotions, mais si je lève le bras, la région de votre cerveau qui commande le bras va se lever aussi. C'est-à-dire qu'on est les miroirs les uns des autres. Dans la vie, quand tout va bien, tout ça se passe, mais avec une limite qui est très importante, qui est que quand même si on partage tout ça, toi c'est toi et moi c'est moi. Je partage, mais il y a cette limite qui est importante. Ce que les acteurs font très certainement, c'est d'être dans une forme de délire d'empathie. Mais c'est un délire qui, là aussi, est assez maîtrisé. C'est-à-dire que le toi c'est toi et moi c'est moi, ça marche plus. Ce qui arrive à l'autre m'arrive vraiment. Sauf que on est aussi des gens extrêmement égocentrés, égoïstes et parfois très durs. Donc on a des empathies intermittentes. Moi je connais beaucoup d'acteurs qui sont des vrais chiens. Et c'est des immenses acteurs, immensément empathiques dans leur travail. Et ça c'est intéressant. Et ça fait qu'on regarde les chiens autrement. Enfin, les chiens hommes, quoi. Mais, oui, bah. Allez-y, allez-y. Moi, ça me fait rebondir avec la morale.
il y avait votre premier désir d'être nonne, qui avait sans doute un rapport avec ça, et il y a la morale de ce métier-là. Et je trouve qu'elle se situe à plein d'endroits, pour plein de choses. Déjà parce qu'on flirte avec le mensonge, on ressent ce que c'est que d'être un assassin, ou on doit les défendre, donc on doit susciter soi-même l'empathie en jouant, par exemple, un chien, comme vous dites. Oui, une ordure. Parfois. Oui. Or, il y a un truc qui m'a interloqué dans le bouquin et qui, je crois, vous a interloqué aussi parce que vous avez fait une réflexion après ça qui était drôle. Les expériences ont montré que les cerveaux seraient sentent plus volontiers ceux qui font partie de notre groupe. Ce à quoi vous faites une réflexion entre parenthèses dans votre livre, le cerveau serait-il de droite? Comment faire avec ça? Alors, les scientifiques disent qu'en effet, on a plus d'empathie pour un blanc, propre, pas trop pauvre. Et moi, on n'a pas, par exemple, on a plus d'empathie pour quelqu'un qui a attrapé le sida par une transfusion malheureuse que par son homosexualité. Et je leur ai dit, mais le cerveau est très réactionnaire, très de droite. Et ça les a fait marrer, mais en même temps, je pense que oui, le cerveau il a une... comment dire? L'espèce a perduré. Sans doute en fricotant avec la droite. Mais la il a perduré. Sociale. Non, mais c'est très dangereux ce que je viens de dire parce qu'il a aussi perduré très sérieusement avec la gauche, avec l'humanité, avec la chaleur, avec le sens de l'autre et de l'égalité. Mais en tout cas, ce que je disais aux scientifiques, c'est que si dans la vie on est plus intéressé ou plus ému par quelqu'un qui nous ressemble, dans le jeu ça marche pas comme ça. Ou alors par exemple on a dans la vie on a de l'empathie pour on a une empathie comment dire qui se régule. Quelqu'un qui est trop malheureux, on a tendance à plutôt repousser comme ça, alors que les acteurs sont plutôt intéressés par le chagrin. Et ce qui est étonnant, parce que moi dans la vie le chagrin c'est pas mon biberon quoi, mais dans le travail ça m'intéresse profondément et mais c'est pas, ça m'intéresse juste intellectuellement, c'est que ça me réquisitionne. Ouais. Alors après pour ce qui est de la morale, en effet il arrive. Alors vous avez raison. D'abord on fricote, mais avec le mensonge, mais c'est pas vrai de dire ça parce que même si je vous fais croire que je suis Bernadette, alors que je suis Anouk, en fait, au moment où je joue Bernadette, en fait, je mens pas. Si on me passait dans un détecteur à mensonges, je sonnerais pas. Parce que il y a quelque chose en moi qui a tellement travaillé, tellement voulu ce passage, qui a tellement métabolisé l'autre, qui a tellement... et c'est allé tellement bas dans des régions si inconscientes et si, encore une fois, indépendantes de ma volonté que je suis dans un exercice d'authenticité qui n'est pas si fréquent dans la vie. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on nous paye. On nous paye, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les acteurs étaient enterrés dans des fosses communes, ils n'avaient pas le droit à des sépultures, ils n'avaient pas le droit de vote, ils étaient considérés comme ou des esclaves, des gens de couleur, ou des prostituées.
c'était pas des êtres nobles. Mais c'est vrai qu'on met les mains dans la merde. Ça me fait rebondir. Et dans le sublime aussi, quoi. Mais c'est drôle parce que quand vous allez confronter ces scientifiques avec votre expérience qui est empirique, vous refusez d'admettre certaines de leurs théories, vous choisissez de faire confiance à votre pratique quand vous discutez dans le livre. Et c'est drôle parce que ça rejoint ce que vous dites. Il y avait Jérôme Yelny, qui est neuroscientifique, qui dit « Vous êtes complètement dans l'anormalité quand vous faites ça », en parlant du jeu. Vous lui répondez « Mais vous aussi quand vous venez me voir ». C'est une sorte de délire organisé par la société. Et là, du coup, il répond « Bon, spontanément, j'étais quand même disposée à penser que le comédien était un cas extrême, mais peut-être, effectivement, que le spectateur aussi, et ça, c'est plus original. » C'est-à-dire que quand le comédien apparaît comme une espèce de truc un peu bizarre, de personnage, d'être un peu hybride, on ne sait pas trop s'il est menteur, s'il est vrai, s'il est fou, dans une zone un peu floue, finalement, vous avez renvoyé le miroir en disant « Vous venez nous voir ». Mais c'est pas tellement que j'ai renvoyé le miroir, c'est que je me suis aussi intéressée à ce que vivait le public et pourquoi ils venaient dans les boîtes noires voir des gens qui mentent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Et alors, je mets de côté toutes ces soirées où on s'est emmerdé à mourir. On va considérer qu'un spectacle est bon. Non, on va un postulat de base que voilà. Le spectacle est bon. Okay. On va considérer qu'un spectacle est bon et ben, il se passe des choses tout à fait incroyables. C'est que, en fait, les spectateurs n'ont que le corps d'assis. Quand ils s'identifient à des personnages, ils jouent avec eux. Et si on faisait l'IRM de ces spectateurs, il y aurait la même activité cérébrale que les acteurs qui sont en scène. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une synchronie incroyable entre les spectateurs et les acteurs. Et chose encore plus incroyable, il y a eu des expériences où chaque spectateur avait des machins sur la tête, quoi, des machins électro-truc-muche. Et ben, ils ont vu que qui que ce soit qui soit dans la salle, qui ne se connaissait pas, aux mêmes endroits, exactement aux mêmes endroits, il y a des choses qui s'allument aux mêmes endroits dans le cerveau. Et pour aller encore plus loin, ils ont fait une expérience, ils ont mis des gens qui étaient dans le coma ils ont mis des gens devant un film de Hitchcock et ils ont mesuré leurs activités cérébrales et ils ont vu, ce qui n'est pas très étonnant, mais ils ont vu que exactement à la même seconde, les choses se passaient dans le cerveau de tous ces gens-là. Ensuite, ils ont fait cette même expérience avec des gens dans le coma. Dans le coma. Il se passait la même chose. Il y avait la même activité cérébrale. C'est-à-dire qu'en deçà de la conscience, ces personnes avaient perçu la peur, la terreur, le chagrin, la jalousie, je ne peux pas décliner à l'infini les émotions qu'on peut... C'est vous dire, comme c'est profond, les émotions qu'on a tous. Et moi, en tout cas, je l'ai appris, donc peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je croyais que les émotions et les sentiments, c'était la même chose. Ben non, pas du tout. Les émotions, c'est c'est des machins qui nichent très très bas en nous, très 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 bas, auxquels on n'a pas conscience du tout. Quand on est triste mais on ne le sait pas. On est joyeux mais on ne le sait pas. Et on n'a pas la main sur les émotions, c'est pas nous qui les décidons. On ne décide pas d'être joyeux, on ne décide pas d'être triste. Les sentiments, c'est un peu autre chose, c'est plus mental. C'est les émotions qu'on a pu conscientiser, dont on pourrait parler. Je peux vous dire, là par exemple, je suis triste,
les sentiments, on peut s'en parler à soi-même. Les émotions, non. On est aveugle. Et le plus grand scientifique qui travaille depuis toute sa vie sur les émotions, son truc, c'est de dire ça se mime pas, ça s'imite pas, c'est tellement profond qu'on n'y a pas accès. Alors là, moi, je me disais, bah merde, qu'est-ce que je fais, moi, dans la vie ? Et surtout, il disait, les scientifiques, ils font des expériences où ils demandent aux gens, faites un sourire comme ça, ou la peur, ou le... Bon, c'est pas ça, jouer quand même. C'est pas ça. Et en fait, c'est difficile. Je peux pas raconter tout le livre, mais ce que je crois que les acteurs arrivent à faire, c'est pas avoir la main sur les émotions comme on peut les maîtriser, mais c'est envoyer des informations au cerveau de telle sorte que le cerveau aille chercher ces émotions-là. Mais donc on a accès à ces émotions. Quand ce éminent scientifique dit que les acteurs ne sont que des tricheurs, moi je lui dis tu te trompes mon gars. Et un autre des scientifiques qui m'a vraiment passionnée, il travaille depuis toute sa vie sur un tout petit endroit du cerveau qui mesure 3 mm, qui a 400 millions d'années, qui n'a pas changé depuis ces 400 millions d'années qu'on a en commun avec les crocodiles, les oiseaux, les corbeaux, Bon. Et ce petit endroit, c'est comme si c'était le cerveau du cerveau. C'est un endroit qui n'est pas très intelligent, mais qui capte immédiatement si c'est dangereux, pas dangereux, dans quelle situation on est, et comment il faut agir, comment le corps doit réagir, comment on doit se positionner, qu'est-ce qui va arriver. Le cerveau, notre intelligence, elle ne peut pas faire tout ça, elle est trop lente. Donc il y a ce petit cerveau qui s'appelle, on va l'appeler le noyau, il a des noms très scientifiques, mais on va l'appeler le noyau. Et je parlais avec ce scientifique et je lui disais, mais là, vous êtes tous là, autant que vous êtes, vous m'écoutez avec votre noyau. Et moi, je vous parle avec mon noyau. On a plein de noyaux là. Il y a 400 millions d'années multipliées par je ne sais pas combien de personnes vous êtes ce soir. Et quand on joue la comédie, en fait, si par exemple je joue une dame du 19e siècle en Russie, qui va tomber amoureuse d'un jeune homme alors qu'elle n'a pas le droit parce qu'elle est mariée, ça, ma tête le comprend. Et ma tête va envoyer des informations à ce petit noyau que personne ne contrôle, évidemment. Personne n'a la main là-dessus. Et je vais envoyer des informations qui ne touchent pas à la Russie, qui ne touchent pas au 19e siècle, mais qui touchent à ce qu'on vit, ce qu'on va vivre les uns avec les autres là dans la pièce. Et c'est ce noyau qui va me dire comment bouger, comment parler, comment entendre, comment être. C'est lui qui est le patron du naturel qui est le nôtre à tous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, quand dans la vie, ce noyau est constamment sollicité par la vie, et ce noyau nous renseigne en permanence sur ce qu'on a à vivre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lui donne une fiction, des mots, juste un texte, quoi, et ben lui, il va croire que c'est la vie. Et comme il va croire que c'est la vie, parce que je lui fais croire, parce que je lui dis, ça m'intéresse, ça maintenant c'est ma vie, donc tu vas t'y intéresser. Et ce petit noyau, il va me piloter, et c'est ça qui explique qu'en répétition et en représentation,
vont nous échapper des intonations, des démarches, un corps qu'on n'avait pas, qui n'est pas le mien, qui est celui de l'autre, mais sauf que cet autre, je lui ai dit, c'est moi, alors il croit que c'est moi. Moi, je trouve ça dingue. Moi, je trouve ça miraculeux, quoi. Et qu'en plus, on est le même que les corbeaux, et qu'il n'ait pas changé depuis tant de temps, et qu'il soit le garant de notre santé. D'ailleurs, quand vous me demandiez tout à l'heure pourquoi on n'est pas fou, c'est que ce petit noyau, lui, il a rien à faire de la morale. Vraiment, si je dois tuer mes enfants, c'est pas un problème pour lui. Mais par contre, comme il est en constant dialogue avec le cerveau plus intellectuel, plus celui avec lequel on fonctionne tous les jours, quoi. Comme il est en dialogue en permanence avec ce cerveau-là plus intellectuel, alors il y a, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, vous avez dit plein de choses déjà. Ben, moi, ça me fait penser, donc ce petit noyau, comment on le nourrit du coup. C'est le travail. Quand on s'est rencontrés la première fois pour brièvement échanger sur ce moment, j'ai été assez subjuguée par, vous avez dit peut-être travail 27 fois dans la conversation. Et en sortant, je me suis dit, bah, si je veux être comédienne, je travaille. Et ce travail, vous l'avez expliqué par la recherche, la documentation, en disant je lis absolument tout de l'auteur ou de l'autrice que je vais devoir jouer, le personnage, sa situation, c'est à telle époque, je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe à cette époque, quel est le contexte social, etc. Ce travail est assez fou, c'est ça qui va nourrir ce petit noyau qui lui est très premier degré, c'est notre petit premier degré en fait, et qui va le balancer direct aux émotions, c'est ça la façon de le nourrir. C'est une façon de le nourrir, mais je crois que ce travail-là, qui est propre à moi, hein, moi je lis beaucoup, si je travaille Marivaux, ça m'intéresse de lire tout Marivaux, de lire des choses sur Marivaux, mais c'est pas parce que je suis une intellectuelle, c'est parce que ça nourrit l'imaginaire, donc ça infuse, il y a quelque chose, ça descend, quoi, ça commence à jouer, même si je bouge pas, même si je parle pas, même si je dis rien, je sais que ça joue. Par exemple, moi, chez moi, très souvent, je bouge pas, je parle pas, je dis rien, et il y a mon chéri qui me parle, et je lui dis, mais je travaille. Et après, c'est ce que je vous disais, c'est que je crois avoir compris, mais bon, il y a aussi que le livre, je l'ai écrit il y a 5 ou 6 ans, donc j'ai un peu oublié parce que j'ai un peu fait médecine là, et j'ai un peu oublié mais je crois que le noyau est bon, très bon pour scanner, voilà, pour scanner les situations à vivre de façon 1000 fois plus pertinente que notre intelligence, celle avec laquelle on parle, là par exemple. Idem l'inconscient. L'inconscient on a souvent l'idée que l'inconscient c'est celui qui nous fait tomber dans les trous, qui nous fait dire des lapsus, bref, en gros c'est un petit diable, quoi. En fait c'est un dieu. D'abord, c'est pas du tout comme un petit organe qui serait niché en bas de notre tête et qui mettrait le bordel en haut de notre tête. C'est partout dans notre tête, partout, partout, partout. La conscience est toute petite à côté, enfin en comparaison de l'inconscient. Et l'inconscient, il a une faculté inouïe de scanner les situations bien plus pertinente que notre intelligence. Je vais vous donner un exemple. Il y a des patients
après un accident cérébral, ont perdu la vue. Et les neurologues leur demandent de se mettre dans un fauteuil et de regarder 5-6 images. Alors ces gens leur disent c'est bien gentil, mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Je vois rien. Et les neurologues leur disent regardez quand même ces images. Et dans ces images, il y a par exemple une image de banane, d'orange, d'armoire, de verre d'eau et une image de guerre. Ces images restent allumées 1 millième de seconde, c'est-à-dire que la conscience ne peut pas les voir. Puis de toute façon, ils ne peuvent pas voir, ils n'ont pas de yeux. Enfin, leurs yeux ne marchent pas. Et bien, au moment où l'image de la guerre apparaîtra, le cœur va taper. Et ça, c'est l'inconscient. L'inconscient, il sait, pour nous, une somme considérable de choses qui sont bonnes pour nous. Et c'est pour ça qu'on est, en tout cas les acteurs, on est très réceptifs à ces signaux, parce que l'inconscient, il vous dit les choses dans le corps. Quand par exemple ces gens qui ne voyaient pas avaient le cœur qui tapait, ils savaient, c'est ce que je vous ai dit des émotions, ça niche si bas qu'on ne le sait pas. On le sent plus ou moins, on ne sait pas ce qui nous arrive, mais l'inconscient, il nous envoie continuellement des signaux pour nous dire dans quoi on est, ce qu'on vit, qui est qui, où on est. Parfois, on a des impressions de déjà-vu. C'est l'inconscient qui sait. Il sait là, il a déjà été. Et si on est réceptif à ça, on a une vie très riche. Compliquée, mais riche. Du coup, est-ce qu'il faut avoir une nature un peu particulière pour pouvoir être comédien? Ou parce qu'on est comédien, on développe une nature un peu particulière à la réception de ces choses-là? Du coup, sur mon CV, quand je suis comédien, c'est quoi ma compétence? C'est une bonne question. Si je crois, c'est un peu prétentieux de le dire, mais on va faire comme si je l'avais dit tout bas. Je crois la compétence, c'est d'être vivant, d'être constamment traversé par des choses et de les accueillir et de les avoir à disposition pour un jour ou 100 jours de les transmettre, quoi. Après, qu'est-ce qui fait qu'on est acteur? Moi, je crois, contrairement à, en tout cas, quand on regarde les stars, on se dit, waouh, ils ont vraiment du bol, quoi. En fait, souvent, les acteurs sont des gens qui n'avaient pas de bol. C'est pas forcément qu'ils avaient eu des vies dures, mais c'était des gens qui étaient mal à l'aise avec la vie, mal à l'aise avec les relations, mal à l'aise avec les codes, mal à l'aise avec les mensonges qui sont le tissu social. Et ce malaise, un jour, par chance, a pu devenir un levier de vie. Parce qu'ils ont rencontré ou le théâtre ou le cinéma, la fiction. Et ce travail d'authenticité qui a l'air, ça a l'air d'un grand mot de le dire comme ça, mais en fait, c'est pas pour rien qu'on met 2 mois à répéter au théâtre pour dire tout simplement quelque chose. Tout simplement. C'est ça le plus dur, tout simplement. De ne pas jouer, de ne pas être acteur. Pas jouer comme un acteur.
on s'en fout des acteurs. C'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant les gens qui nous montrent, par exemple, il y a des acteurs quand ils entrent dans une pièce, ils nous montrent qu'ils entrent dans une pièce, ben ça va, je l'ai vu, quoi. Mais par contre, comme ils montrent qu'il entre dans la pièce, il m'intéresse pas du tout. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de gens intéressants. Si on fait cet effort d'hygiène sur son propre narcissisme. Et c'est-à-dire d'être... de ne pas croire qu'on est un cadeau, quoi. On est main ouverte, mais c'est pas pour ça qu'on est une merveille. Vous parlez de ne pas jouer, de faire moins, vous dites même presque rien dans le livre. Et vous citez Stanislavski, évidemment, quand on est comédien. Je vais le reciter parce que j'ai trouvé ça très intéressant, et puis que je ne connaissais pas cette phrase. Quand on regarde quelqu'un au moment où il éprouve du chagrin extrême, on est frappé par l'état de cet homme qui souffre, pas par le chagrin lui-même. Mais quand la plaie se cicatrise avec le temps, et que l'homme qui a souffert devient calme, se met à raconter tranquillement ce qu'il a vécu, alors c'est l'auditoire qui pleure. Et est-ce que du coup, moi ça m'a fait poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que cet homme qui pleure au tout début, est-ce que c'est un peu l'auteur qui vous passe sa souffrance, puis après c'est à votre tour de la prendre, de la vivre, de la digérer, puis de la repasser au spectateur? Est-ce que c'est comme ça qu'on transmet les choses petit à petit? Donc ça, c'était ma première question par rapport à ce moment-là. Et puis, quand on travaille au cinéma ou au théâtre, on n'a pas le même temps. Ce temps de gestation que j'ai l'impression de comprendre dans cette citation qui est accrochée à tout ce que vous dites dans le livre, c'est un temps de gestation qu'on peut avoir en répétition au théâtre parce qu'on a du temps, puis qu'on n'a pas au cinéma. Donc est-ce que finalement, c'est le même métier ? Est-ce qu'on utilise les mêmes outils parce qu'on n'a pas le même temps? Comment ça peut marcher? Je me souviens pas de la première question. C'est vrai que c'était une très bonne question. Stanislavski. C'était Stanislavski. Ah ouais. C'était est-ce que l'auteur... En fait, est-ce que c'est un passage de transmission? Est-ce que cet auteur qui écrit, s'il écrit bien, on part du principe que la pièce est bonne. Il a beaucoup souffert, il la digère, il la passe, et puis c'est à votre tour d'en être ému en tant que comédien et de passer le relais au spectateur, comme si l'auteur n'était pas capable de le faire lui-même, entre guillemets, et qu'il a besoin de vous pour l'incarner au milieu. Oui, sans doute c'est ça, et quand vous parlez de l'auteur qui a beaucoup souffert, c'est pas forcément que ça vient de son enfance, c'est juste que lui aussi, il est en prise avec le monde, donc il prend les émotions du monde, les vôtres, et il le digère et il écrit quelque chose. Ensuite, cet écrit, nous, on le réfléchit au sens, dans les deux sens, et on le réfléchit et on le réfléchit comme un miroir. On devient une surface sur laquelle ça miroite, quoi. Et après, il y a... donc je pense qu'il y a des passages de flambeau comme ça, du monde à l'auteur, de l'auteur au metteur en scène, aux acteurs, et des acteurs vers le public, où on sent très bien les soirs où ça passe, et puis des soirs où on ne sait pas pourquoi on joue la même chose, on croit qu'on joue la même chose et ça passe pas. Il y a cette fameuse synchronie des cerveaux dont je parlais tout à l'heure, elle est refusée. Et après, c'était quoi votre deuxième question? La deuxième question, c'était... ça m'a fait sauter ma deuxième question aussi. Ah oui, la différence entre cinéma et théâtre, mais oui. J'étais sur le metteur en scène. Le rapport entre cinéma et théâtre et le temps dont on a besoin visiblement pour digérer. Disons qu'il faut des digestions rapides au cinéma. Très rapide. Il faut parce que parfois on répète pas. Parfois la première prise c'est la première répétition. Mais là, je pense qu'au cinéma il y a tout
tout un travail de réflexion avant, chez soi, justement, quand on fait rien, qu'on bouge pas, qu'on se tait et qu'il faut pas nous déranger. Il y a ce travail de réflexion de se dire, si par exemple j'ai à jouer un texte émotionnel qui est fort émotionnellement, de se dire en amont, je vais essayer de le faire sobrement. Je vais essayer de pas chionner, de pas pleurer. Parfois pleurer c'est impensif quand on regarde justement les actualités. C'est si étonnant comment les gens réagissent dans les situations terribles. C'est si étonnant leur résistance, leur bravoure, leurs yeux secs, c'est si étonnant les corps comme ils encaissent. Et il faut se souvenir du monde, le vrai monde, pour lui rendre hommage. Et au théâtre, oui, c'est sûr que au théâtre, on a le temps de creuser le sens, comment bouger un petit doigt, enfin, de la surface aux profondeurs, tout est visité. Mais en fait, au cinéma, c'est ça, mais comme ça, quoi. Alors, est-ce que c'est le même métier? Moi, je crois que oui, quand même, parce que ça s'appelle jouer. Mais je trouve, par exemple, que le cinéma est beaucoup moins fatigant que le théâtre. Le théâtre, c'est vraiment un truc à tomber malade quasi à chaque fois, quoi. À maigrir, et à être... par exemple, dans la journée, moi, avant de jouer, je ne peux même pas porter un stylo. Je ne peux pas parler, je peux plus rien. Et je me dis, mais putain, comment je vais faire, quoi? Et même jusqu'à 10 minutes avant de jouer, je suis je suis à l'arrêt, comme un écran noir. Et en fait, là aussi, les scientifiques, je leur ai parlé de ça, et ils me disaient que quand on est... il y a une expression d'un scientifique qui dit « faire le mort au royaume émotionnel ». Et je pense qu'on a cette capacité inconsciente à mettre tous les thermomètres très très bas avant qu'ils s'affolent. Et c'est aussi pour ça qu'après les représentations, on ne peut pas tout de suite aller se coucher parce que les thermomètres sont hauts et il faut que ça se calme, quoi. Au cinéma, moi ça m'est arrivé au théâtre de jouer quelque chose de très très fort. C'était le procès de Jeanne d'Arc, les minutes réelles du procès de Jeanne d'Arc. C'était au Festival d'Avignon, il faisait 40 degrés dehors. Après la représentation, je grelottais comme si j'étais au Groenland. Je tremblais, parce qu'il s'était passé un vrai truc. Et là aussi, je ne peux rien expliquer des secousses dont j'ai été victime consentante quand j'ai joué Jeanne d'Arc. Et après, ce qui m'est arrivé, l'espèce de contre-coup chimique, où le cerveau est quasi révolté d'avoir été tellement secoué. Et en même temps, il vit la liberté suprême. Et que quand on joue Jeanne d'Arc et qu'on est brûlé 20 fois dans le mois, comment en fait, comme tout à l'heure, vous disiez que la moindre cellule, on garde tout en nous. Tout s'imprime un petit peu de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, des émotions, tout est un petit peu collé. Du coup, in fine, quand on est un comédien, une comédienne et qu'on joue Jeanne d'Arc, qu'on joue Médée, qu'on joue l'une des comédiennes que vous interviewez dit je joue une chèvre. Enfin, quand on joue tout ça, est-ce que finalement à la fin il se passe quoi dans les gènes d'un comédien? C'est une espèce de patchwork, une mosaïque.
Non, c'est pas une mosaïque, c'est plus comme si ça se sédimentait, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça se mélange, ça fait une ratatouille, et cette ratatouille, c'est moi. Parce que je sais que Jeanne d'Arc, Antigone, la Russie, le XVIIe siècle, bon, je vais pas... Tout ça, je l'ai joué, mais en fait, ça aussi, je l'ai joué, mais je l'ai vécu. Jouer, c'est vivre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on joue, à ce qu'on choisit de jouer. Parce que ça va loin, quoi. Et même quand on fait ça joyeusement, ça va loin. Et une chose aussi, moi, que j'ai appris avec le neuroscientifique qui m'a émerveillée, c'est que le cerveau, de nous tous, ne fait pas la différence entre vivre, imaginer, se souvenir. Si je vis une histoire, ça va allumer des trucs dans mon cerveau. Si je m'en souviens, ça va allumer ces mêmes trucs dans mon cerveau. Si je me projette dans le futur en me disant je vais vivre ça, ça va allumer ces mêmes trucs dans le cerveau. C'est dire à quel point c'est profond et à quel point tout est mélangé, à quel point l'imaginaire n'est pas une région à part de la vie. Ça aussi, c'est l'imaginaire est notre source principale de connaissance du monde. Je vais vous donner un exemple. Tout ce qu'on vit dans la vie, pour se l'approprier, pour se le comprendre, on s'en fait un film. Et ce film passe par l'imaginaire. C'est un film dans lequel on est acteur, on est réalisateur, on est scénariste, mais tous, même les gens qui se croient très rationnels. Hein. Et ça vaut pour la vie, mais ça vaut... le souvenir est pareil, et l'imagination est pareil. Et puis une chose qui est aussi très étonnante, c'est que, par exemple, on croit tous être dans la réalité. Eh bien, on ne peut pas. On n'y est pas. On n'y est pas parce que notre cerveau nous en empêche. C'est-à-dire que nos perceptions, nos yeux, nos oreilles, l'odorat, tout ça, c'est à la fois des capteurs formidables et en même temps des filtres exceptionnellement biaisants. Par exemple, je vois une vache, je ne verrai jamais la vache. Je verrai que l'image que je me fais de la vache. Mais c'est vous dire, vous croyez tous, on croit tous que on se connaît les uns les autres, en tout cas dans nos vies, que je connais mon mari, je connais mon enfant, Ben non, on connaît que des images qu'on se fait de notre mari, de nos enfants, et idem, et dans tous les sens, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas connaître, appréhender, comprendre, sans se faire une image de ce qui est devant lui, sans s'imaginer. L'imaginaire est la turbine principale. Donc quand les gens disent « toi t'es à l'ouest » ou « t'es pas sur Terre », mais où ils sont eux? Vraiment, sérieusement. Les gens qui disent « j'ai réfléchi très très sérieusement » ou « je vois les choses en face ». Je vois les choses en face, mais non, c'est juste impossible. Et ça calme, hein. Ça calme, et en même temps, ça calme et ça excite. Parce qu'on se dit, si
tout ce que je vis passe par mon imaginaire, et pas que moi, de tout le monde, quoi. Alors on a une petite marge de manœuvre sur ce qu'on vit. Pas tant sur les événements qui sont ce qu'ils sont, mais sur la façon de les voir. C'est-à-dire que l'imaginaire est une chose qu'on peut un peu contrôler. Je sais pas, on a 1000 situations tous où on est en face de quelqu'un qui a une gueule un peu renfrognée, et puis on se dit, oh là là, il m'en veut celui-là. C'est de l'imaginaire, c'est pas de la réalité. Et quand on apprend ça, moi en tout cas, ça m'a révolutionné la vie, vraiment. J'ai plus jamais été pareil dans la vie. Et le jeu aussi, y a gagné. Parce que j'ai tellement compris, enfin, on pourrait croire que quelqu'un qui passe 8 ans à analyser le jeu, analyser, c'est vraiment, je mets des guillemets, pourrait ne plus jouer après. C'est comme Barbe Bleue, le risque, c'est si tu vas derrière la porte, c'est que tu sois mangé, quoi. Et moi, je me disais, peut-être tu pourras plus jouer, Anouk. Mais c'était si irrésistible de comprendre que je me disais, on verra. Et en fait, bizarrement, mais vraiment bizarrement, dès que j'ai eu fini d'écrire ce livre, qu'il a été sorti, alors que le jeu, c'était un peu... je savais moins bien faire, j'étais moins heureuse, je prenais pas comme il fallait les choses, c'était compliqué, tout ça. Et d'un coup, c'est devenu tellement simple. Et je sais pas pourquoi. Et je sais vraiment pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'ai compris que j'avais rien compris. Et que je pourrais rien maîtriser jamais, et que moins je maîtriserais et plus je serais dans le jeu. Vous voyez, c'était ma question 15. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez creusé et réfléchi très profondément pour en arriver à la conclusion qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il faut laisser faire. Et il faut réfléchir. Oui, non, il faut réfléchir. Que plus on en sait, moins on en sait, et qu'il faut faut lâcher, abandonner. Lâcher. Et ensuite, une fois les trucs révélés, arrive-t-on encore à faire illusion, à jouer? Est-ce que ça remet en cause votre pratique, visiblement? Vraiment, en tout cas, c'est pas ça qui m'est arrivé à moi, du tout, au contraire, quoi. J'ai 4 ans d'âge mental quand je joue, mais en même temps, comme j'ai traversé tout ça, et ça m'a tellement passionnée, en même temps que j'ai 4 ans d'âge mental, quand même, et qu'on me demande quand même encore de jouer des trucs un peu forts, quoi, je les joue en irresponsable, et l'instant d'après, je me dis, ah tiens, il y a les 400 millions d'années, ah tiens, il y a quelque chose qui a été cherché bien bas, et je sais pas quoi, tiens, et je jouis de cette machine. Et je jouis de la machine des autres aussi, parce que eux, ils savent pas, mais ils font marcher la machine. Parce qu'on est des mécaniciens, on n'y connaît rien à la mécanique, mais on fait marcher la mécanique. Et par contre, je suis encore moins dupe de ceux qui, je sais pas, qui pour moi font du travail narcissique et mécanique, quoi. Et du coup, je terminerai par une petite note de prévention routière. Ça veut dire aussi que c'est tellement intime ce qu'on est capable de développer quand on joue, quand on est un acteur, qu'il faut aussi savoir s'entourer de gens précautionneux avec ça. Ouais, mais ça, quoi qu'on fasse dans la vie, il faut être avec des gens précautionneux. Mais c'est sûr, oui, il faut être délicat. Il faut être délicat. Par exemple, je sais que mon amour, parfois,
et ça peut durer des mois, a la patience de vivre avec 2 femmes à la fois. Parfois, je joue quelqu'un qui n'est vraiment pas moi, et ce quelqu'un-là niche en moi, ou je niche en elle, je ne sais pas. Et je sais qu'au quotidien, d'abord, il y a des heures où il y a un transfuge qui doit se faire entre l'une et l'autre, et il ne faut pas se mêler de ça. Il ne faut pas me poser de questions, il ne faut pas se mêler de ça. En même temps, mais il vit... je ne sais pas, par exemple, j'ai joué une clocharde haïe de tout le monde. Il n'était pas question qu'il me touche pendant des mois. Il y a des conséquences, quoi. J'ai qu'un corps, même si je suis 2. Donc, il y a des fois, il ne faut pas m'approcher. Il y a les gens qui jouent avec moi, au théâtre surtout, ils savent qu'avant d'entrer en scène, il ne faut surtout pas me parler, il ne faut pas m'approcher, il ne faut pas me toucher du bout du doigt, quoi. Je suis une sauvage, mais une sauvage. Je suis d'une sauvagerie terrible avant d'être publique. Ben, merci beaucoup. Au niveau du timing, je ne sais pas trop où on est, je n'ai plus de montre, mais voilà. Merci de nous avoir laissé vous approcher. Et puis maintenant, si on a le temps, c'est pas moi qui dis, mais je veux bien qu'on ait des questions dans le public, sans doute. Voilà, le micro va arriver, il y a plein de mains qui se lèvent, c'est parfait. C'est pas marrant, c'est néon. Oui, ça marche. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Alors, par quoi commencer? Il y a tellement de trucs sur lesquels je voudrais rebondir. Soyons clairs, précis. Ah oui, je voudrais revenir sur la notion d'inconscient. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette expérience sur les personnes qui étaient aveugles, donc du coup qui avaient perdu la vue. Et donc c'est Blind Sight, je crois, le Blind Sight, le test ou quelque chose comme ça. Et est-ce que ça voudrait dire que l'inconscient ne se sert pas de nos sens ou de nos organes, puisqu'il n'a pas besoin des yeux pour voir? Je crois qu'on a des yeux derrière les yeux. Ah oui, c'est vrai que c'est ça l'expérience, oui, c'était... Oui, oui. Et oui. Et du coup, est-ce que vous feriez un lien entre l'inconscient et l'intuition, du coup? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de très très proche? Bah oui, disons que l'intuition est un début de... C'est comme si l'inconscient commençait à devenir plus conscient, donc l'intuition c'est un peu comme le purgatoire, quoi. Je dis pas que l'enfer, je dis pas que l'inconscient c'est l'enfer, mais il doit y avoir entre l'inconscient et l'intuition et la conscience, il doit y avoir un continuum, parce qu'on a parfois des intuitions de ce qui est à vivre, à jouer ou à comprendre, et on ne sait pas bien encore de quoi ça cause, et en même temps, si on est fidèle à ça, si on est fidèle à ces intuitions-là, on est en général juste plus tard. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut être très, très à l'écoute de ses intuitions, très critique aussi, parce qu'on a parfois des intuitions qui sont dignes de boîtes de conserve, quoi. Ah oui, dernière chose et après j'arrête. Juste, merci pour le livre. Du coup, j'ai pas fini, mais vous avez... Désolée, je vais peut-être spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu. Cette image, en fait, de la maison d'hôte
quand vous parlez de la métaphore de la maison d'hôte quand on travaille un personnage. C'est comme sur une maison d'hôte, on reçoit en fait des personnages et s'il y a besoin, on casse les murs, on met du nouveau papier peint. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et beaucoup aidé aussi dans mon travail. Donc merci pour ça. Voilà. C'est drôle, enfin, c'est vos mots à vous, la maison oui, d'hôte, oui. mais c'est... oui, j'ai parfois l'impression quand un personnage doit... Quand je vais devoir habiter quelqu'un ou que quelqu'un va m'habiter, j'ai l'impression de l'autoriser à battre des cloisons, à ouvrir des murs, à créer des escaliers, bref, à changer mon espace intérieur. Le temps du travail, après je reviens à moi, ou parfois je garde des qualités du personnage, ou peut-être des défauts. Je les garde parce ils me sont très chers, quoi. Par exemple, j'ai joué Rosa Luxembourg. C'est une femme tellement intrépide et courageuse et amoureuse de la vie. Je l'ai joué pour m'approcher de cet être miraculeux et j'espère qu'avec les années me sont restées des choses qu'en tout cas j'arrose comme le petit prince arrosait sa fleur. Merci. 2 questions maximum, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir madame. Merci pour cette rencontre et merci pour votre livre qui a été très précieux et que je garde comme un talisman dans ma librairie. Et j'aurais une question concernant cette santé du comédien entre les différents rôles que vous avez abordés et ces états presque de transcendance. De transe, pardon. Comment faites-vous pour justement vous protéger et je ne veux pas rentrer dans un intime, mais comment vous protéger et faire cette part des choses après quand parfois il peut rester des traces justement qu'on ne veut pas garder parce qu'on peut être amené à aller proche de rôles qui peuvent nous attirer mais avoir peur et renoncer à peut-être aller à un nouveau chapitre parce que il manquera une clé qui permettra de se protéger face à un prochain rôle. Je sais pas si ma question était très claire, excusez-moi. Non, mais je suis pas toujours... j'ai pas toujours... on est sujet à des moments de dépression. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Okay. Y a des moments où on est vraiment plus que vidé. On est en dessous du niveau de la mer parce qu'on a été trop sollicité émotionnellement. Il faut, comme la peau qui est blessée, il faut qu'elle se reconstitue toute seule. Il faut boire des thés, être avec un chat, voir des amis, lire des bons livres. Mais c'est sérieux. En fait, il faut se nourrir avec de la beauté. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et puis être patient. Parce que un jour... Enfin, c'est des chocs, on vit des chocs. Oui. Répétés. Et il faut faire confiance dans ses amortisseurs, c'est-à-dire qu'il faut travailler ses amortisseurs dans les périodes où on n'est pas en état de choc. Et les amortisseurs, c'est l'humour. C'est de se dire, c'était du jeu, même si c'est profond, c'était du jeu. Comme les enfants qui jouent à la dinette et qui, en jouant, ou pas à la dinette, mais au papa, à la maman, ils ont joué des choses graves et en fait, ils se sont réparés. Donc même dans les moments où on est un peu secoué, je crois qu'on s'est restauré. C'est-à-dire qu'on a
qu'on a joué du piano, qu'on a... Ouais. Merci infiniment. Ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir. Du coup, bonsoir Anouk, merci pour cet échange. Moi j'avais une question sur quand on interprète un personnage, enfin si vous interprétez si vous interprétez un personnage qui vit encore. Là par exemple, il m'arrive un truc assez particulier, c'est-à-dire que jusqu'à présent j'ai interprété des personnages qui sont morts ou qui n'existent pas ou qui sont fictifs. Là en l'occurrence, c'est la première fois que j'interprète quelqu'un de vivant, qui a connu en plus un drame. C'est Antoine Méris qui a écrit « Vous n'aurez pas ma haine », qui adresse une lettre particulière aux auteurs des attentats du Bataclan. Là, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a quelque chose comme vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être la rencontre de deux noyaux, et que le fait qu'il soit là, peut-être, un jour dans le public ou avec son fils, puisse influencer quelque chose? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe cérébralement de particulier? Je suis pas sûre de comprendre votre question. Est-ce qu'il va se passer quelque chose entre l'auteur qui a écrit ça et vous qui le jouez? Non, si le personnage vit encore, là en l'occurrence, Antoine Méris vit encore, alors que, je sais pas moi, un autre personnage, et Jeanne d'Arc, vous disiez tout à l'heure, est morte depuis belle lurette. Là en l'occurrence, elle va pas se retrouver dans la salle, mais là, enfin, on sait pas. Sait-on jamais, voilà, les mystères de la vie et de la mort. Mais là en l'occurrence, il est là. Est-ce que vous avez déjà interprété un personnage qui vit encore et est-ce que ça a impliqué quelque chose de particulier en vous? Oui, ce que ça a fait, c'est encore plus d'égards, encore plus de pudeur. Et d'autant plus s'il s'agit d'un drame. Là, je pense qu'il faut vraiment repenser à cette phrase de Stanislavski que Chloé a lue. C'est que... très certainement que le tremblement que ça vous fait à vous de le jouer n'est pas celui de l'auteur. L'auteur, il a fait le travail de transposer ça déjà. Et il faut que vous trouviez comment le transposer aussi. Et il faut que vous trouviez le calme et qu'il y ait un calme très profond, très profond, très empathique, quoi. Mais moi, c'est très délicat de jouer des gens qui sont vivants, et encore plus quand ils sont dans la salle. Mais déjà, il ne faut pas y se penser, il ne faut pas le savoir. S'il vient, il ne faut surtout pas que vous le sachiez. Et puis, il ne faut pas y penser. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'il ait été l'auteur ne le rend pas propriétaire de cette histoire. Tous ceux qui ont vécu le Bataclan, qu'ils y aient été ou qu'ils y aient assisté de loin, c'est leur histoire. C'est notre histoire. Et, mais oui, je peux que vous inviter à trouver la pudeur qui est la distance avec laquelle il a dû composer pour écrire. Et c'est ça, en fait, si vous cherchez, je ne le connais pas ce texte, mais si vous cherchez dans le texte, avec la lampe frontale, qui n'est pas de chercher l'émotion, mais de chercher le courage, ben vous le trouverez. Le courage de durer, quoi, de ne pas se flinguer le lendemain, on est mal habitué, je trouve, je trouve qu'on a un peu des réflexes de Pavlov avec la souffrance. Et un texte qui souffre, on croit qu'il faut pleurer, mais non.